Il y a déjà quelques semaines, j'ai eu l'opportunité de participer au 2e colloque de l'Association méditerranéenne des ergothérapeutes pédiatriques, la MEP, qui se tenait à Marseille, en France, dont le thème était scolarité, occupation, développement de l'enfant, construire ensemble un parcours inclusif et épanouissant. Donc, un thème vraiment inspirant et justement plusieurs présentations sur les occupations de l'enfant, le sommeil, l'alimentation, le social, le sensoriel, les maths et j'en passe. Et de mon côté, j'ai apporté mon grain de sel sur le sujet de la transition que fait l'enfant lorsqu'il passe du dessin vers l'écriture. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un des aspects que j'avais traités dans ma présentation, mais brièvement, mais qui m'avait vraiment interpellée et qui allait dans le mille en lien avec le thème du colloque, qui est de construire ensemble un parcours inclusif et épanouissant pour tous les enfants. Il s'agit de la différenciation pédagogique, une idée simple en apparence, mais qui peut faire toute la différence dans le parcours de plusieurs enfants. Et je te rassure, tout de suite, on va parler un peu théorie, mais surtout, on va voir ensemble ce qu'on peut faire directement sur le terrain. Et l'épisode s'adresse particulièrement aux enseignants, aux parents et bien sûr aux ergothérapeutes qui collaborent avec les écoles et accompagnent les familles d'enfants qui sont en préparation ou en apprentissage de l'écriture. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Débutons par une mise en contexte. Il va arriver à un moment donné dans le cheminement éducatif de l'enfant, et je le dis comme ça parce que l'âge va varier selon le pays dans lequel il se trouve, qu'on va lui présenter l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 2 apprentissages complémentaires qui ne sont ni un ni l'autre innés. Ce n'est pas des habiletés qu'on retrouve dans le code génétique comme développer la marche ou l'appréhension avec le pouce et l'index, par exemple, pour les petits objets. Donc, ce sont des habiletés qui vont être enseignées, des apprentissages qui vont être proposés aux enfants à un moment prédéterminé. Et l'un et l'autre obéissent à des règles précises, des conventions qu'il va falloir apprendre et cela va nécessiter forcément de l'entraînement, donc des efforts et je dirais même des efforts soutenus sur plusieurs années parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir, entre guillemets, lire et écrire, donc décoder et transcrire, parce que ces habiletés initiales-là sont instrumentales à la vraie fonction de celle-ci, qui est de comprendre ce que je lis et de traduire ma pensée, mes idées, donc le langage intérieur que j'ai, des sons que je vais ensuite convertir en quelque chose d'extérieur, donc des lettres, des mots, des phrases, des symboles finalement, pour les conserver ou les communiquer à d'autres. Alors, toutes ces précisions-là, je les ai données pour rappeler une chose importante sur laquelle on va appuyer le restant de nos discussions, c'est que apprendre à écrire, c'est quelque chose de complexe. En fait, c'est un des apprentissages les plus exigeants que l'enfant va devoir réaliser durant son parcours scolaire. Et si on considère seulement sa composante motrice, la graphomotricité, donc le geste d'écriture, bien ça, c'est aussi reconnu comme une des habiletés les plus complexes à maîtriser chez l'humain. Puis en fait, seuls les humains peuvent le faire, donc rien de moins. Maintenant, abordons le sujet d'un tout autre angle, le fait que nous, les ergothérapeutes, on est très occupés lorsqu'il s'agit d'accompagner les enfants qui sont en difficulté avec leur écriture et pour plusieurs, pour les aider à les compenser avec l'outil informatique. Il y en a beaucoup et les difficultés d'écriture touchent tout le spectre
de l'apprentissage et de la progression. Donc, les références vers l'ergothérapie se produisent d'ores et déjà à l'entrée à la maternelle. On est préoccupé par la prise du crayon, mais tout au long du primaire, les besoins vont toucher la lisibilité, la vitesse, l'endurance et pour certains, il peut y avoir de l'inconfort, voire de la douleur. Et pour la majorité de ces petits cocos-là, également, l'engagement devient quelque chose de difficile pour eux parce que qui aime être confronté au quotidien à une activité qui est trop en décalage avec ses capacités? Donc, forcément, un cercle vicieux s'installe. Je ne m'engage pas, je progresse pas, ben je m'engage pas. Maintenant, cette réalité-là, elle intéresse de nombreux chercheurs qui travaillent fort pour essayer de mieux comprendre et de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe, les causes potentielles derrière ce trop grand bassin-là d'enfants qui sont en difficulté. On n'ira pas dans ces détails-là ici, seulement dans un des aspects qui est mis de l'avant, une hypothèse qui pourrait être contributive et c'est là-dessus qu'on va se pencher. Alors, je l'ai mentionné en introduction, c'est la notion de différenciation pédagogique. En fait, du fait que ça serait une bonne idée d'en avoir plus et qu'il n'y en a pas actuellement assez. Alors, c'est quoi la différenciation pédagogique? Je vais d'abord donner une définition plus générale, puis ensuite, on va voir comment elle peut s'appliquer à l'enseignement de la graphomotricité. Alors, c'est une approche qui consiste pour l'enseignant d'adapter sa façon d'enseigner en fonction des besoins, des intérêts, des profils d'apprentissage de chacun des élèves. L'objectif, c'est de créer des conditions dans lesquelles chaque élève va pouvoir apprendre au maximum de son potentiel. Dans le concret, ça veut dire qu'on peut adapter 4 choses. On peut adapter ce qui est enseigné. Par exemple, proposer différents niveaux de complexité ou différents objectifs en fonction des besoins de chaque élève. Alors ça serait d'adapter le contenu. On peut aussi adapter le processus. Donc, comment on l'enseigne? Avec quel type d'activité, quelles approches, quelles stratégies? Par exemple, est-ce que l'enseignant fait une présentation didactique au tableau et ça, c'est suivi d'exercices individuels dans les cahiers? Est-ce que c'est une discussion à partir desquelles on construit les savoirs ensemble? Est-ce qu'on apprend et on découvre les notions en faisant quelque chose directement? Est-ce qu'on regarde une vidéo? Est-ce qu'on propose à l'enfant de faire des apprentissages autonomes avec des lectures à la maison? Et le calendrier des activités, ça fait partie de ça aussi. Donc, combien de temps on se donne pour le faire? Est-ce que chacun va à son rythme? Donc, ce sont des paramètres qui peuvent être modulés aussi dans l'enseignement différencié. Troisièmement, on peut aussi adapter dans quel environnement on va l'enseigner. L'environnement, ça peut impliquer est-ce qu'on est en petit groupe, en grand groupe. Ça peut être des éléments physiques. Est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce qu'on est à l'extérieur? Est-ce que la lumière est ouverte? Est-ce qu'il y a de la musique? Quel type de support, de matériel, d'outils on va privilégier? Et enfin, 4, on peut aussi adapter comment l'élève va démontrer ce qu'il a appris. Est-ce qu'on va l'observer? Est-ce qu'on va lui donner un test, le questionner, lui proposer un projet, lui demander de s'auto-évaluer? Bref, c'est une approche globale qui prend en compte tous les aspects de l'apprentissage. L'idée de base, c'est que chaque élève est unique à ses forces, ses intérêts, façon d'apprendre. Et ça varie énormément d'un enfant à l'autre, particulièrement pour l'écriture, parce qu'il y a tellement de composantes qui entrent en ligne de compte, les aspects cognitifs, perceptifs et évidemment les aspects moteurs. Et sur ce dernier point-là, déjà, les enfants ne partent pas du tout tous du même point. Donc, parlons-en. Comme j'ai mentionné précédemment, l'apprentissage de l'écriture arrive à un moment prédéterminé. Ce qu'il faut réaliser et garder en tête, c'est qu'on est vraiment dans un phénomène de prêt, pas prêt, on part, ce qui n'est pas tout à fait cohérent avec la perspective qu'on a et qu'on entretient durant la petite enfance, qui est qu'on est très respectueux du rythme du développement de chaque enfant. On le sait que ça varie. Il y a des enfants qui marchent à 11 mois, d'autres à 16 mois et tout ça, ben c'est bien naturel. Et lorsqu'il s'agit de commencer l'écriture, ben on ne peut pas attendre, on ne peut pas se dire Justin manque de contrôle dans sa posture,
Sa motricité fine est encore très grossière, donc attendons donc à l'année prochaine pour débuter l'écriture. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas réaliste. Le programme est lié à l'âge et non à l'acquisition de jalons développementaux. Donc, ce que ça traduit, c'est qu'il y a certains enfants qui vont être plus près que d'autres au niveau de leur corps. Déjà, les enfants ne débutent pas tous l'école à la même âge. Certains sont 6 mois, 9 mois plus vieux que les autres. Et en petite enfance, bien, ça peut déjà faire une grosse différence de où ils en sont rendus dans leur développement sensorimoteur. Alors qu'un enfant va être prêt, va avoir dans son corps tous les préalables dont il va avoir besoin pour réaliser cet apprentissage-là. On en reparlera tantôt. Certains ne les auront pas et il y en a d'autres qui vont les avoir, mais ce sont des enfants qui vont pas progresser au même rythme, donc vont avoir besoin de plus de pratique, plus d'entraînement, plus de temps pour intégrer les enseignements. Alors, si on a travaillé une lettre cette semaine et que la classe est rendue à la prochaine, mais qu'eux auraient encore besoin de travailler cette lettre-là, bien, ils vont se trouver désavantagés, n'arriveront pas à l'intégrer et ne seront pas complètement disponibles pour passer à la suivante non plus. Et aussi, on est de plus en plus conscient que la neurodiversité, ça existe. Les enfants n'ont pas tous le même profil d'apprentissage, façon de traiter l'information, ni profil sensoriel. Certains enfants apprennent mieux quand on leur explique, d'autres quand on leur démontre, et d'autres ont besoin de bouger, de toucher, de faire pour réaliser les apprentissages. Et bien que ça fasse du sens qu'une seule méthode soit employée dans une classe pour enseigner au grand groupe, à tout le monde, les méthodes choisies et le matériel choisi peuvent s'adonner à favoriser davantage certains profils d'enfants que d'autres. Bon, tout ceci étayé, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Qu'est-ce qui est suggéré dans la littérature? Bien, c'est d'en faire de la différenciation pédagogique, c'est la première chose à considérer. Comment on fait ça pour l'écriture, pour la partie graphomotricité de l'écriture? Bien, ça commence d'emblée par l'observation des élèves. On observe quelles sont leurs compétences dans leur corps qui les préparent à l'écriture. Donc, on observe la stabilité de la posture. Assis au sol en tailleur, est-ce que l'enfant réussit à être stable et concentré, par exemple, pour écouter une histoire? S'il est assis face à une table, est-ce qu'il est stable et il arrive à y rester assez longtemps pour dessiner? Comment est sa dissociation? Donc, est-ce qu'il arrive à bouger son bras sans que le reste de son corps bouge? Est-ce qu'il arrive à bouger ses doigts et surtout le crayon dans ses doigts sans que le reste du bras bouge? Comment il coordonne ses deux mains quand il découpe, quand il dessine? Est-ce qu'il tient la feuille au niveau spatial, perception de l'espace? Est-ce qu'il peut reproduire des formes, dessiner par exemple des bonhommes? Donc, l'idée, c'est pour l'enseignant d'avoir les connaissances et une grille possiblement pour lui permettre de faire ces différentes observations-là d'une manière structurée et que ça soit facile de les documenter. Et ensuite, de les utiliser pour préciser les besoins de chacun, pour planifier ses activités pédagogiques et pour suivre les objectifs de chacun des élèves tout au long de l'année. Là, pendant que j'expliquais ça, si jamais tu t'es dit « Ah, une grille d'observation pour les habiletés graphomotrices, wow, ça semble pertinent et utile. » Bien, je t'ai mis une suggestion de grille dans les notes sous l'épisode. C'est une grille qui provient d'un portail de l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK, maintenant, revenons à nos moutons. On parlait de planification d'activités pédagogiques différenciées. Au quotidien, ça se passe comment? Bien, à partir des besoins de chacun, l'enseignant peut concevoir différents objectifs qui ont besoin d'être atteints par certains élèves de la classe et préparer des ateliers différenciés en petits groupes. Par exemple, dans un coin, il y a un atelier pour des élèves qui ont besoin plus spécifiquement de travailler leur motricité fine. Ça pourrait être par exemple des petites billes avec des lettres dessus à enfiler, travaillent leur manipulation et leur coordination des deux mains. Un autre groupe travaille avec des approches multisensorielles, la représentation mentale de la lettre
et la trajectoire de son tracé. Donc, ils font ça avec de la pâte à modeler. Ils vont rouler des petits serpentins. Ils ont des cartons avec une image des lettres avec des flèches et ils vont installer la pâte à modeler en verbalisant la trajectoire du mouvement que le crayon ferait quand il forme cette lettre-là. Un autre exemple d'atelier pourrait être pour des élèves qui ont besoin de s'habituer davantage à prendre une posture optimale. Donc, comment je positionne ma feuille, comment je positionne mon bras, à quelle hauteur je place mes doigts sur le crayon. En parallèle, on pourrait avoir un autre groupe d'élèves qui, eux, se concentrent sur les aspects visuospatiaux de l'écriture, comme la taille des lettres ou leur position respective sur ou entre les lignes. Et ils pourraient faire ça avec des supports, avec des couleurs, donc qui délimitent les zones d'écriture. Alors, par exemple, une zone bleue en haut, une zone verte au centre, une zone brune en bas. Et là, ils s'exercent à voir quelles lettres s'installent comment en fonction des différentes zones. Par exemple, le A reste dans la zone verte du centre, tandis qu'une lettre comme le L monte jusqu'à la zone bleue et le G, par exemple, lui descend jusqu'à la zone brune en bas. Puis, en cursif, il y en a qui font les trois, par exemple, le F. Alors là, on a parlé de sous-groupes, mais ça pourrait être aussi des duos. Donc, un élève plus fort qui travaille en collaboration avec un élève qui a besoin un petit peu plus d'attention que lui dans un domaine. Par exemple, exercer la fluidité du geste pour former une lettre sans lever le crayon. Alors, pour rendre ça motivant, bien, on pourrait avoir, par exemple, Julien et Samy qui ont une ardoise et une craie. Et en imitation, ils tentent de former la lettre en même temps, au même rythme, chacun sans lever la craie, ce qui est un petit peu plus ludique qu'avec le crayon directement. En somme, la différenciation pédagogique implique de l'observation individualisée, mais n'implique pas de l'enseignement individualisé. Alors, il ne s'agit pas de planifier une leçon spécifique pour Jonathan et une pour Juliette, mais de connaître les besoins spécifiques de Jonathan et Juliette, de préparer une série d'ateliers qui abordent les besoins qui sont présents dans la classe et ensuite de diriger les élèves vers les ateliers qui les concernent aussi souvent dont ils en auront besoin. Alors, Juliette pourrait ne jamais fréquenter l'atelier de motricité fine et fréquenter plusieurs fois l'atelier sur l'organisation visuospatiale. Et l'enseignante, elle circule dans la classe et assiste les enfants sur une base un peu plus individualisée que ce qui pourrait être fait en grand groupe. Il y a deux autres acteurs qui peuvent aussi jouer un grand rôle dans la différenciation pédagogique, notamment l'élève lui-même qui peut apprendre à s'auto-vérifier et à se poser des questions sur comment ça se passe pour lui et à communiquer à son enseignant si l'activité, par exemple, est trop difficile. Il peut aussi donner son avis sur les stratégies qu'il préfère pour apprendre et sur le type de matériel avec lequel il est confronté. Et il y a le parent également qui peut être recruté, notamment pour les enfants qui ont besoin de plus de temps ou d'entraînement que les autres. Bien, ça peut être plus facilement fait à la maison. Bien sûr, ça soulève aussi le besoin d'accompagner ces parents-là, mais idéalement, le milieu familial est un endroit de choix pour permettre à l'enfant d'évoluer en fonction de son rythme à lui. Et ceci étant dit, il y a une façon encore plus simple et plus puissante pour les parents de contribuer à la différenciation pédagogique et c'est par la prévention, c'est-à-dire de réduire le nombre de besoins que leurs enfants vont avoir dans leur corps en regard de l'apprentissage de l'écriture. Comment? En s'assurant qu'ils sont le plus près possible dans leur corps lorsque l'écriture va leur être présentée. Qu'est-ce que ça prend pour être prêt dans son corps? C'est quoi les préalables physiques, si on veut? J'en ai glissé un mot tout à l'heure, ça prend une posture stable, donc des muscles dans le tronc, autour des omoplates, des épaules, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc, la stabilité au centre du corps va permettre aux bras de se dissocier. Alors, est-ce que le coude peut se rapprocher assez du corps pour permettre une petite extension du poignet? Parce que c'est ça qui va faciliter la motricité fine au bout des doigts avec le crayon. J'ai aussi besoin d'une bonne coordination des deux mains pour bien placer, déplacer, tenir la feuille quand j'écris. J'ai besoin d'une bonne coordination visio-motrice. Alors, au début de l'apprentissage, mes yeux vont vraiment
être ceux qui vont guider où va s'en aller ma main. Et si je veux installer mes lettres sur la ligne, je dois bien pouvoir coordonner les deux. Mais j'ai aussi besoin de quelque chose qui est un petit peu différent, c'est d'une bonne intégration visuomotrice. Donc ça veut dire que je suis bonne à percevoir des lignes et des formes dans l'espace. Donc, par exemple, des lignes verticales, horizontales, diagonales. Je perçois la différence. Des formes comme le cercle, le carré, le triangle. Je peux les regarder, les encoder, donc les mémoriser et garder en tête cette représentation mentale-là pour pouvoir la récupérer. Quand on me dit « dessine un carré », je dois pouvoir y référer pour être capable de reconstruire la forme sur le papier. Alors là, on pourrait se dire, ouf, ça prend beaucoup de choses. Comment on fait pour que l'enfant soit prêt pour tout ça? Bien, le développement sensorimoteur et visuospatial, ça s'installe naturellement et graduellement depuis la naissance. Dès ses premières semaines de vie, l'enfant va sur son ventre, il se déplace dans l'espace, il développe graduellement toutes ces habiletés-là à travers ses jeux, sa motricité libre, en jouant dehors, et avec les différents outils qu'on va lui mettre à sa disposition, notamment des ciseaux, des crayons, au fil des années. Donc, la première chose que les parents peuvent faire, c'est de laisser cours au développement naturel de l'enfant. Son corps est préprogrammé pour bouger, pour explorer. C'est le nom du podcast, Bouger pour grandir. Donc, c'est comme ça que l'enfant grandit en bougeant. Alors, beaucoup de motricité, beaucoup de jeux extérieurs, beaucoup de créativité et limiter le plus possible tout ce qui contraint l'enfant dans ses mouvements. Donc, quand il est tout petit, les sièges et les équipements qu'il garde immobiles pour de longues périodes. Et en grandissant, les écrans qui font un peu la même chose, qui gardent l'enfant à la même place, avec son corps dans la même position, même ses yeux fixés à la même place, à la même distance pour trop longtemps. La deuxième chose que les parents peuvent faire, c'est tout en étant très respectueux du rythme de chaque enfant, c'est quand même de suivre de près son développement qui devrait toujours être en progression. Si on a des préoccupations, c'est bénéfique de se mobiliser rapidement pour consulter un professionnel, voire pour se faire rassurer, mais sinon pour obtenir des pistes de stimulation plus ciblées pour s'assurer qu'il continue à progresser. Et la troisième, c'est de s'assurer que l'année qui précède l'apprentissage de l'écriture, l'enfant a beaucoup d'expérience et surtout de plaisir à utiliser des outils. Donc, crayon, ciseaux, colle, gomme à effacer, même le taille-crayon. Donc, des outils qui vont lui permettre de continuer à raffiner sa motricité fine, de développer sa dominance manuelle, ainsi que ses habiletés visuospatiales dans des activités comme le dessin, découpage, bricolage, et d'arriver curieux et confiant dans l'écrit au moment où cela est prévu pour lui. En somme, en résumé, en conclusion, l'écriture, c'est un apprentissage excitant, mais important et surtout exigeant. Alors, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'enfant va y faire face, elle se trouve dans sa zone proximale du développement, c'est-à-dire que le défi va être raisonnable en fonction de ses capacités. Il va devoir faire des efforts, mais il va vivre aussi beaucoup de succès, ce qui va le garder motivé, capable de persévérer, et ça tout au long de sa scolarité. Voilà! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!